Bonsoir. Bon. Merci d'être venu pour ce 8e meet-up qui est organisé, donc moi je suis Erwan Galen, qui est organisé autour de l'expérience utilisateur. Lors des derniers meet-up, on était plus sur des projets assez techniques. Le dernier meet-up SDN avait été assez pointu avec des experts de neutrons. Donc ce soir, on fait un premier meet-up qui est plus end-user. Donc avec une première conférence de Mathieu, qui, alors il voulait pas mettre sa société, c'est comparateur de prix. On l'avait marqué, c'est leguide.com. Avec des environnements de... C'est pas filmé en plus. Avec un retour d'expérience sur une plateforme de test web. Ensuite, Fabrice Bernard de Théodo, qui va présenter l'utilisation d'OpenStack dans leur société pour les différentes plateformes et l'évolution au niveau des méthodes de développement, des pratiques. Et donc un vecteur de culture DevOps, donc tout un programme. Et enfin, la troisième conférence avec Christopher et Julien de Flexintra, qui vont présenter un déploiement récent d'OpenStack pour un client qui a migré une infrastructure physique intégralement sur OpenStack. Et puis ils ont aussi travaillé avec Alcatel sur des composants réseau, des briques, une distribution, donc tout un socle technologique par rapport à ça. Voilà, et puis après, donc on a des hamburgers qui sont payés par notre sponsor de la soirée. Donc il y a 2 sponsors, l'école 42 qui nous reçoit. Donc vraiment le lieu est super sympa. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. On était à l'Epita ou d'autres salles qui étaient aussi sympas. Mais là, c'est vraiment luxueux. Donc merci à eux de nous accueillir. Donc je sais pas si Vanessa était là. Ouais. Donc voilà. Et puis donc Red Hat qui est le sponsor pour les boissons, et puis je vais vous laisser présenter. Bonsoir, Vincent Fréret, donc moi je suis avant-vente chez Red Hat, je suis en charge des télécoms pour Red Hat. Donc voilà, on est, comme vous le savez, sponsor de la communauté OpenStack parce qu'on contribue, on est premier contributeur sur le code d'OpenStack. Et puis on essaye de s'impliquer aussi dans les événements comme celui-ci, en sponsorisant des meet-ups comme celui-là. Vous pourrez trouver, donc on fait évidemment, on a une release d'entreprise de Red Hat OpenStack, et vous pourrez trouver des petits flyers sur lesquels il y a une réduction pour de la formation, si vous désirez vous former sur OpenStack. On a souhaité ramener ces coupons-là si vous souhaitez les utiliser. Voilà. Bon meet-up, et j'espère que vous apprécierez les burgers. Il pleut un peu, c'est dommage, c'est un barbecue, mais on espère que ça vous plaira. Merci. Ok, bon, on va attaquer. Donc, bonjour à tous. Merci à Jonathan, Erwan, Jonathan qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui m'ont accueilli pour vous présenter un petit peu mon retour d'expérience sur OpenStack, sur la mise en place d'OpenStack au sein de ma société. Donc je me présente, je suis Mathieu Bultel, je suis QA Manager. Ma société, je travaille donc chez un comparateur de prix sur Internet. Donc on est une société qui est multisite, multilangue, et globalement donc on a à peu près 5 sites partout dans l'Europe. Et donc voilà, on supporte à peu près toutes les langues européennes, et on a aussi une API partenaire avec une vingtaine. Avec une vingtaine de... Ah ouais, j'ai pas l'habitude d'entendre ma voix comme ça. Avec une vingtaine de partenaires tels que Free, SFR, Bouygues, etc. Donc la partie QA dans ma société, donc c'est essentiellement un aspect plutôt technique. Donc c'est du développement d'outils et de process pour les équipes de production, ainsi que de
la mise en place d'infrastructures pour valider les développements, et recetter et valider les développements. Donc qui sont recettes et tests qui sont effectués par les équipes de production, qui sont le marketing, équipe qui gère le contenu de nos sites, et ainsi que les équipes de business développement. Donc voilà, l'aspect QA est très technique. Et une dernière petite chose à mon sujet, en fait, donc ça fait pas très longtemps, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai rejoint cette société, et donc la QA était totalement, quasiment vierge quand je suis arrivé. Donc voilà, j'ai mis en place là en quelques années, donc en moins d'une année, pardon. J'ai essayé de mettre en place un certain nombre de choses. Voilà. Donc je vais vous présenter tout d'abord, vous faire une brève introduction sur l'architecture qu'on a en production, histoire que vous compreniez un peu voilà, comment s'organise notre métier et qu'est-ce qui se passe derrière ces sites web. Ensuite, je parlerai des besoins et des objectifs en termes de QA. Pourquoi avoir choisi OpenStack pour répondre à ces besoins, et comment s'est passée l'installation, le déploiement à l'usage et le retour d'expérience donc sur ces, on va dire, quelques mois d'utilisation d'OpenStack. Donc l'architecture en production, c'est plus de 150 serveurs, avec un panel de technologies assez hétérogène. Voilà, on tourne... les serveurs, les front-ends tournent en PHP avec un serveur Apache. Pour la partie, on a des serveurs de moteurs de recherche qui tournent en Solaire, et on a une base d'offres qui est montée sur du Hadoop, des bases de données MySQL, des web services en Tomcat. Et tous les outils annexes pour le développement, Jenkins, Git, et forcément du coup tout tourne sous Linux. Anciennement Debian, et là on est en train de tout passer sur du CentOS. Donc un petit schéma simplifié, juste histoire de comprendre un peu comment ça marche, mais voilà, ce qui est important de voir, c'est que voilà, globalement, nous on récupère les offres chez les marchands, leur catalogue, leur feed, qui passe après dans un back-end, qui monte dans notre back-end offer, donc sous HBase, qui après est consommé par l'indexeur, qui lui nourrit les moteurs de recherche, qui après aussi est attaqué par les web services. Tout ça est enrichi dans des données plutôt mortes dans les bases de données, et les serveurs web attaquent donc l'API moteur, les web services, et tout ça est load balancé forcément. Et donc voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros quand on a un site web, derrière il y a plusieurs web serveurs qui sont load balancés, et par contre on a un seul site par web serveur. Donc tout ça, en fait, voilà, ça met un peu en évidence la problématique de test dans ce contexte, puisque voilà, si on release si on fixe un bug au niveau du back-end des offres, ou s'il y a un besoin marketing qui a un lien sur les offres, on va devoir remonter toute la chaîne pour pouvoir valider qu'au niveau end-user, on n'est pas de régression, et que tout soit correct. Donc les besoins apparaissent assez rapidement en termes de qualité. Voilà, les gros besoins, c'est vraiment d'être capable de pouvoir déployer à la demande des équipes une infrastructure, des serveurs web, des moteurs, etc. D'être capable de déployer vite, parce qu'il y a beaucoup de projets, et que bien souvent les équipes hors technique ne comprennent pas forcément le fait de devoir passer des heures à déployer quelque chose ou installer des serveurs, etc. Pour parfois un besoin qui est très petit pour eux. Et donc voilà, et puis se passer un peu de toutes les tâches manuelles et ennuyeuses qu'on pourrait avoir, surtout que, bon, comme vous pouvez l'imaginer, l'équipe QA, on n'est pas 50, donc c'est un des gros besoins.
Donc la première chose que j'ai faite moi quand je suis arrivé, j'ai fait un process assez simple, éprouvé, que je pense que tout le monde connaît ici. J'ai commencé par faire des installs auto en Kickstart CentOS et puis en précide Debian pour avoir pour booter par PXE et installer un certain nombre de machines assez rapidement. Pour être capable de donner un moteur ou un front rapidement pour un besoin spécifique, pour tester certaines choses. Et donc voilà, j'ai commencé à mettre ça en place. Le problème qui est vite apparu, c'est que quand on fait des choses comme ça, on passe beaucoup de temps à installer des machines, on consomme du temps au niveau du miroir externe, etc. Donc si on veut déployer 10 machines d'un coup, l'installation commence vraiment à devenir longue. Voilà, moi aussi j'avais regardé un petit peu sur une machine Debian, on était dans les 5 minutes, CentOS on était un peu plus long. Donc ça restait, on commençait à avoir quand même pas mal de limites à ce niveau-là, et c'est pas forcément très utile. Donc du coup, pour couvrir ces limites, OpenStack semblait couvrir pas mal de ces limites. Déjà d'une part, là, je l'ai mis en deuxième, mais en fait j'aurais dû le mettre en premier, je viens de me rendre compte, mais le fait de pouvoir déployer rapidement et facilement des instances, des machines, avoir aussi une scalabilité, ça c'est vachement important, parce que même si on clone une machine, ou le fait de pouvoir augmenter sa taille à la demande en fonction du besoin, ça c'est aussi une des réponses très intéressantes d'OpenStack. Après, une chose qui est aussi souvent un peu oubliée quand on est développeur, mais une interface plutôt sexy, et ça c'est la partie dashboard, OpenStack Dashboard est vachement intéressante pour ça, puisque on met sur une couche de virtualisation quand même un petit dashboard assez sympa, avec en quelques clics on est capable de déployer un certain nombre de VM. Ça c'est vachement intéressant, et donc ça faut pas l'oublier, vous développeurs. Aussi un autre point, un aspect, soit par conviction et aussi par choix du management, le fait que ce soit un logiciel libre et qu'il y ait une grosse communauté derrière. Donc pour le choix au niveau du management, c'est forcément la gratuité de la chose. Et pour des convictions personnelles, c'est sûr que c'est plus sympa de travailler sur des softs libres. Donc en fait, le déploiement d'OpenStack a commencé pour moi au début de septembre 2013. Ce qui a été le déclenchement d'OpenStack, c'est l'achat d'un nouveau serveur en fait. Moi, quand je suis arrivé, j'ai récupéré un hyperviseur, donc sur lequel j'avais commencé à faire mon petit bac à sable. J'ai réussi à commander un nouveau serveur, donc beaucoup plus gros. Et donc une fois arrivé, je me suis dit pourquoi pas tenter un POC sur OpenStack. J'étais un peu, je savais pas trop vers quoi j'allais, mais ce qui m'intéressait, c'était de profiter de cette occasion pour tester une nouvelle techno et voir si ça pouvait vraiment couvrir les besoins que j'évoquais juste avant. Et donc en termes de déploiement, c'est vrai que là, au niveau documentation et tuto et tout ce qu'on peut trouver sur le web, ça rend la tâche plutôt facile et simple, et donc il y a vraiment moyen de s'en sortir très facilement. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai dit à côté. Donc voilà, au niveau hardware, on avait deux machines physiques, toute la série des précis Debian, etc. pour accélérer la création des VM, enfin des images plutôt. Un peu Petmaster, un repository Debian et un repository pour les RPM. Et au niveau OpenStack, donc la version, moi j'ai choisi la version du coup qui était en standard sous Easy, donc Grizzly, et avec les composants classiques de la version Grizzly, ainsi qu'un backend MySQL. Donc à l'usage, en fait, le premier projet qui m'a permis de faire un POC d'OpenStack, je suis parti sur un projet qui était tout nouveau,
qui s'appelle, enfin c'est du retargeting, donc juste pour niveau fonctionnel, le retargeting consiste à traquer un utilisateur qui vient sur nos sites et à lui retargeter du contenu qu'il a consulté. Et donc quand il vient sur nos sites partenaires, on lui propose des offres qu'il a consultées sur nos sites. Enfin en tout cas dans notre petit monde sur lequel il a pu passer. Donc l'architecture était plutôt simple, 2 serveurs web pour tester ça, un Redis derrière et l'application ad server donc, qui tournait sur CentOS. L'intérêt c'était de voir, comme on travaille en agilité sur des sprints de 2 semaines, l'intérêt c'était de voir est-ce qu'on allait réussir à recréer rapidement pour les phases de test cet environnement et sans trop de galère, quoi. Et ça a été plutôt concluant parce que créer des images Debian, etc. dans ce contexte-là, c'était assez simple. Et donc on va dire que le POC a été bien transformé en premier projet, qui s'en est suivi du coup d'autres utilisations, comme une utilisation assez urgente qui était de créer des images de front de moteurs et d'indexeurs pour pouvoir créer des environnements très rapidement. Et aussi pour ma partie, moi vraiment pure qualité, un des aspects qui est vraiment sympa, c'est de pouvoir déployer vraiment à la volée un ensemble de machines pour faire des tests de performance par exemple. Donc ça c'est assez génial, quoi, de se dire voilà, plus j'ai besoin de charge et plus je peux déployer de machines qui vont pouvoir faire monter en charge les applications. Donc ça c'est vraiment intéressant, même pour ma partie qualité, quoi. Donc en termes de feedback sur ces quelques mois d'utilisation, donc je pense que ça doit faire de septembre, ça fait à peu près 7-8 mois là que le cluster tourne. Donc pour moi, déjà, ça couvre la majeure partie de mes besoins, même s'il y a encore des pistes à explorer, parce que c'est une installation assez jeune, et donc on a encore des choses à découvrir et à améliorer, je pense. Mais bon, déjà, la première chose, et je le redis, voilà, c'est un dashboard plutôt sympa, donc ça, c'est vraiment le truc sur lequel je pense qu'en tant que end-user, c'est important d'insister, parce que déjà, quand on met en place ce genre de choses qui ne parlent pas forcément à des gens non techniques, etc., quand on a besoin de faire une démonstration en interne, de dire voilà, on a monté un projet, voilà ce qu'on a pu faire. Le fait de le matérialiser sur un site web ou sur une application qui est visuelle et avec des belles démos, je pense que ça parle beaucoup et ça permet vraiment de faire passer le message. Après, en termes d'intégration, donc moi j'ai que testé la partie Debian et CentOS. Donc la création d'images et l'intégration, ça marche super bien. J'avoue avoir eu un besoin de créer des images sous Windows, mais je n'ai pas poussé le vice à le faire. Je ne sais pas si c'est possible, peut-être certaines personnes pourront m'expliquer. J'essaierai à l'occasion, mais bon. L'autre partie, là j'ai mis ça, c'est un petit clin d'œil, easy debugging. Parce que bon, c'est cool de pouvoir bien débugger. Après, l'autre problème, c'est que c'est un peu embêtant de devoir débugger aussi, quoi. Donc c'est un peu entre les deux, quoi. Mais ce qui est sympa, c'est que le fait que ce soit écrit en Python, que voilà, c'est assez accessible, c'est assez facile de chercher ce qui se passe. Avec le backend MySQL, voilà, on peut taper facilement dans les bases de données sur Nova, etc. Donc on a vite fait de s'y retrouver. Après, c'est vrai que bon, ce sera sur le slide après, ce sera mes 2 petits points négatifs. Et la dernière partie, ça qui est en cours on va dire qui est pas encore, voilà, on n'est pas encore prêt, mais ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment utiliser OpenStack et Puppet pour avoir vraiment une intégration au top et un truc hyper automatisé. Donc ça, c'est quelque chose vers lequel j'aimerais qu'on puisse travailler dans les quelques semaines qui arrivent, pardon. Donc côté point négatif,
Pour moi, ouais, voilà, il y en a deux. Alors j'ai surtout un retour d'expérience sur Grizzly, puisque mon point 1 est lié au point 2, en fait, puisque comme on était en pleine utilisation d'OpenStack, j'avais pas envie de tenter la migration sur Havana. Moi, j'en discutais un petit peu avec Fred qui m'expliquait que, voilà, moi j'ai passé mon serveur en seed pour migrer sur Havana, donc c'était un peu, pour moi c'est un des points négatifs aujourd'hui, en tout cas de la version Grizzly, c'est l'upgrade de version et la stabilité, peut-être d'ailleurs même la stabilité juste de Horizon, puisque j'ai souvent eu des petits problèmes d'instances qui crachent au démarrage ou à la destruction. Donc obligé de les déléter soit dans la base, soit de les killer au niveau KVM, etc. Donc voilà, il y a quand même, à l'utilisation, en tout cas sur la version Grizzly, il y a quand même un petit niveau à avoir. Enfin, faut pas avoir peur de mettre les mains un peu dans le cambouis. Voilà, ça c'est des choses que je retiens. Et ensuite donc la fameuse histoire d'upgrade où voilà, c'est pas du apt-get update tout simple. Sachant que sous Debian ou Easy, si on veut rester en stable, on reste sur Grizzly. Et donc voilà, j'ai dû passer en seed et voilà, c'est un peu dangereux parce que sur un serveur qui est en production, on peut avoir des dénis de service assez importants si on commence à partir du mauvais côté et à faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est mes deux points négatifs de mon retour d'expérience. Aujourd'hui, donc, les objectifs que je me donne, donc, c'est d'essayer de couvrir un maximum d'applications pour être, parce que là, bon, on va dire qu'on a dépassé la phase de POC, mais on ne peut pas non plus avoir une utilisation industrielle du truc, déjà par manque de ressources pour travailler dessus et aussi parce qu'on a des gros chantiers de pupettisation, donc en ce moment, c'est plus notre boulot principal, c'est de pupettiser à peu près tous les serveurs qu'on a en prod, essayer de les cleaner, parce qu'on a un historique assez lourd. C'est une boîte qui est en mode start-up depuis quelques années, on va dire depuis 10 ans. Donc il y a des couches on va dire de crasse sur les serveurs qui restent et qu'il faut un peu nettoyer tout ça. Packager aussi les applications, parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, il n'y a aucun package, c'est de l'installation un peu... voilà, c'est du script de déploiement un peu fait à l'arrache, donc il faut qu'on stabilise un peu l'existant pour pouvoir partir sur vraiment une utilisation vraiment poussée d'OpenStack, et je pense que quand on aura avancé sur ces sujets-là, on pourra passer à la vitesse supérieure. Voilà tout, donc voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions aussi. Bon, c'est une question qui répond plus ou moins, mais ton POC, tout le provisioning est fait avec des images que tu as provisionnées manuellement. C'est ça, ouais. Et sur l'aspect performance, donc tu as fait des tests de charge, et voilà, au niveau des hyperviseurs, c'est un peu limité, ou sur les IO, il n'y a pas eu de bottleneck ou un peu de saturation par rapport à la config, donc qui était sur OpenStack, était peut-être le serveur hyperviseur était peut-être pas costaud pour encaisser, ou c'était juste une partie de plateforme. Déjà, quand je parle de partie performance, c'est du test de performance de nos applicatifs. Hein, donc c'est voilà, les limites n'ont pas été à ce niveau-là, puisque c'est quand même. J'ai pas trop détaillé les deux hyperviseurs qu'on a derrière, mais il y en a un qui est quand même assez costaud. Et donc en termes de perf, les applicatifs tombaient avant qu'on ait une quelconque saturation au niveau des VM. Donc pour l'instant, il n'y a pas de. J'ai pas pu bencher OpenStack. On bench plus ces hyperviseurs qu'OpenStack, parce que c'est vrai qu'OpenStack il y a toute la mécanique de spawn, mais c'est plus après la capacité des hyperviseurs et puis de ce qu'on peut lancer dessus. Après, il y a les temps de provisioning ou des choses comme ça. La partie, justement sur la partie réseau, c'était quoi
Bah, C'est Nova Network ou, parce que j'utilisais Nova Network, ouais. Ouais. Donc avec en fait une conf plutôt basique, hein, avec un bridge en fait et donc un network dédié au VM, un network privé et puis un bridge sur l'interface publique. Ok. Alors, est-ce que vous êtes sur un mode self-service ou pas du tout? C'est-à-dire les développeurs doivent passer par vous pour créer les environnements? Alors ouais, ça c'est quelque chose on va dire que j'aimerais. Pour l'instant, c'est parce que disons que c'est pas tant les développeurs ont des besoins, mais à la limite ceux qui sont très gourmands aussi, c'est surtout les équipes de production, quoi. Ça va être parce que parfois c'est vraiment des tout petits projets et qui demandent 3-4 serveurs, enfin fonctionnellement, quoi. Donc moi, dans mes rêves les plus fous, ce serait de pouvoir donner, surtout qu'avec la possibilité de créer des utilisateurs, etc., ce serait de même donner la main à quelques personnes des équipes de production pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Mais je pense que c'est un peu une utopie. Non ? Si vous avez besoin, je suis là. Catalogue de services, déploiement à on-demand pour les end-users. Mais non technique ? Non, mais non technique. Ouais. Au fait, l'idée dans le catalogue de services, c'est d'avoir l'environnement sous-jacent sous contrôle. Et derrière, l'utilisateur n'a juste qu'à cliquer pour avoir son environnement de développement. Il va avoir un frontal, un middleware avec une base de données éventuellement, un load balancer au besoin. Alors c'est peut-être pas une utopie alors. Non, c'est pas une utopie. On le fait et on le fait très très bien. Si vous voulez, on discutera plus tard, pas de problème. Ouais, bonjour, sur la partie stockage en fait, quel type de stockage avez-vous utilisé? Type de stockage. C'était justement ça, c'est un des points négatifs qui empêche de vraiment sauter le pas du POC, c'est que voilà, on a le serveur, le deuxième hyperviseur qui avait été acheté était assez costaud, mais en termes de disque, c'était pas terrible, quoi. Donc là, on a un stockage d'1 Tera. Le stockage, il n'y a pas de baie de stockage, quoi que ce soit. Donc c'est des évolutions que j'aimerais apporter, mais bon, voilà. Ouais. Du stockage de type Ceph, non, vous n'avez pas ici. Non. Ceph, non. D'autres questions? Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de plus sur l'intégration OpenStack et Puppet chez vous? Justement, pour l'instant, on n'a pas intégré les deux, quoi. C'est dans un de mes slides, je ne sais plus lequel. Justement, j'avais mis cette partie-là. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, et pour l'instant, on n'a pas encore trop pris le temps de chercher. En fait, à l'heure actuelle, si vous voulez, on va migrer de data center déjà. Et donc on va essayer de migrer, de cleaner notre prod et de changer, en profiter pour standardiser nos OS et donc de tout passer sur CentOS. Et donc dans ce cadre-là, pour l'instant on fait beaucoup de Puppet, mais pas au niveau OpenStack en fait, pas lié, on n'a pas encore lié les deux, quoi. Mais ça c'est moi je me suis un peu renseigné. Après je pense que je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais sur le Puppet Labs, il parle justement de toute la partie OpenStack. Mais ça, voilà, pour moi, c'est un peu un brouillard et j'aimerais pouvoir éclaircir un peu, visiblement. Bonjour, donc je m'appelle Emilien. Donc oui, c'est plutôt bien intégré. On supporte tous les composants d'OpenStack. Et on supporte la dernière version d'OpenStack, iSauce. Donc, Ouais, Puppet pour la partie déploiement de l'OpenStack ou aussi pour la partie au-dessus? Ouais, moi c'est plus pour la partie dans les VM, dans les images, quoi. D'accord.
mais pas pour configurer les services OpenStack. Comment tu installes OpenStack aujourd'hui chez toi? Voilà. Donc les modules Puppet qui sont disponibles dans la forge Puppet Labs, tu peux les prendre et installer OpenStack en 5 minutes juste avec ces modules. C'est pas vrai? Non, Loïc il met 2 minutes, donc c'est pour ça. Non, quand Emilien il est capable de te l'installer en 5 minutes. Et en réalité, Il y a juste un problème de documentation. Ouais. Et donc, si tu as un ami Puppet, donc tu peux demander à Emilien, il va t'aider et en 5 minutes, ça ira. Et ça va changer, hein, mais pour l'instant, c'est un peu ça. parce que en fait, Le problème de fond, je pense que c'est un problème qu'il y a dans OpenStack en général, c'est qu'il y a plus de développeurs ouais, c'est un peu la sensation que j'ai eue aussi, que de end-users qui veulent participer. Donc la documentation, tu dis qu'elle est très bien. Je suis même surpris que tu le dises parce que il y a 1 an, on me lançait des tomates pour me dire la documentation, elle est pas bien. Donc aujourd'hui, je suis content d'entendre ça parce qu'il y a eu des efforts. Il y a un mec Maintenant- sur GitHub là j'aurais dû mettre le lien, c'est dommage, mais qui a fait justement qui a fait tout un projet de doc sur tous les composants et enfin, moi je me suis basé sur ça et c'est plutôt bien foutu quoi. Non, Ah bon non, il faut Lui, c'est- aller sur la documentation officielle. Voilà. Après c'est vrai qu'il y a Red Hat aussi qui documente pas trop mal, je trouve. Ah ouais, ils ont des très bons supports et ils contribuent beaucoup à la documentation officielle. C'est mieux. En fait, non, mais c'est juste mieux C'est vrai, non mais t'as raison, c'est mieux de de rationaliser. contribuer, tout à fait. Ouais. Pourquoi éparpiller les sources si on peut avoir un support commun. Et donc sur Puppet, effectivement, on a vraiment le problème, c'est qu'il n'y a rien qui est documenté. Et la personne aujourd'hui qui va vouloir installer OpenStack avec les modules Puppet, il faut qu'elle connaisse plutôt bien Puppet avant, pour qu'elle puisse lire directement dans les manifestes le code Puppet et dire ah bah oui ok, pour installer Nova, je vais devoir configurer ma classe, etc. Mais il n'y a pas de doc qui te dit effectivement pour installer OpenStack, il faut que tu apt-get install Puppet, blabla, configurer les manifestes, ça il n'y a pas encore. Ouais. Et c'est quelque chose, j'espère, on Ouais, aura, faut avoir déjà son on Puppet aura de la- master et voilà. maîtriser Mais le truc. Quoi. il faut des gens qui le fassent aussi en fait. Voilà, il faut des utilisateurs ou des développeurs qui l'écrivent cette doc. Voilà. Mais ouais, mais moi c'est un peu le sentiment de quand j'ai été confronté, j'ai eu le plus gros problème, ça a été sur mon network où j'ai fait pas mal de bêtises et en cherchant un peu, en essayant de débugger, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de développeurs, les mecs ils parlent beaucoup de leur patch ou de leur truc, mais c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur final, des fois on se retrouve un peu perdu dans le brouillard quoi. Moi j'avais une question, ça tombe bien. C'était comment tu fais pour provisionner tes VM, hein. Donc typiquement, je sais pas moi, ton serveur d'index. Donc tu vas installer par exemple une image d'Anglance, donc CentOS, tu vas la démarrer. Et comment tu vas faire ça en fait? Tu vas le faire à la main depuis le dashboard? Tu as un script en bash qui va faire tes commandes Nova, ou comment tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect sur Horizon, voilà, c'est à la mano. C'est là où moi le Puppet m'intéresse aussi, c'est que à ce moment-là, quand mon instance démarre, ce que j'aimerais, c'est pouvoir, et c'est là où, voilà, je sais pas, j'ai pas trop de réponse là-dessus, mais parce que nous on utilise Hiera aussi, et du coup, comme mon instance est nouvelle, bah en fait je prends la place. Il y a un truc qu'il faut que tu regardes aussi, c'est It. Donc c'est la partie orchestration de ton déploiement. Ouais. Où tu vas pouvoir écrire dans un format très simple à comprendre ton architecture de référence. Par exemple, une application qui fait, je sais pas moi, le billing, elle est composée de 3 serveurs de base de données, 2 web, 2 front, etc. Tu vas pouvoir écrire cette application dans un format, l'envoyer dans OpenStack, et derrière, il va démarrer les VM, créer les réseaux, etc. etc. Ouais, donc ça, je te conseille de regarder ça aussi. C'est carrément avant la partie Puppet, hein. C'est juste la partie provisioning. Et après, au démarrage des VM, tu peux dire, par exemple, à Cloudinit de démarrer l'agent Puppet, et là, il va faire sa sauce. Mais la partie provisioning, je pense qu'aujourd'hui, tu l'as fait à la main. Si tu veux l'automatiser, je te conseille de regarder It, le projet It. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, le besoin qu'on avait là, c'était plus
Enfin, c'est aussi un des aspects que j'ai oublié de dire, mais c'était l'aspect jetable et on demand, quoi. C'est vraiment ça notre besoin, quoi. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui a besoin à un moment, enfin, on en discute en réunion, clac, on peut déployer tout de suite rapidement, et c'est un truc qui va être mis à la poubelle, quoi. Et c'est aussi important de mettre à la poubelle les choses parce qu'on a tendance à les garder et après à travailler dessus continuellement. Donc voilà. Excellent. Bonjour à tous. Bonjour Gounini. Donc, je m'appelle Fabrice Bernard, je suis le directeur technique de Théodo. Donc on m'a demandé de faire un retour d'expérience sur OpenStack. Comme moi je suis vraiment très côté développeur, ça pouvait se résumer à on crée des instances sur OpenStack et on développe dessus et c'est cool. Donc pour être quand même un peu plus dans les détails, je me suis dit que j'allais vraiment l'inscrire dans la valeur ajoutée business que ça nous avait apporté. Et donc vraiment l'inscrire dans en fait, notre volonté de transmettre la culture DevOps au maximum aux développeurs chez nous. Et c'est ce qui commence par une question, parce que souvent quand les ops, quand j'en parle avec des ops, leur première question c'est mais pourquoi finalement tu veux que tes devs deviennent des DevOps? T'as qu'à nous faire confiance, on est des très bons ops, on va te faire une plateforme as a service géniale et tu auras juste à pusher ton code dessus. Moi, le problème, c'est que mes clients, pour qui je fais des applications, donc Théodo, on est une équipe d'une cinquantaine de personnes, et on fait des applications sur mesure pour des clients qui vont de start-up à aujourd'hui des grands comptes. On travaille pour la Société Générale, pour Sagem, pour BNP, pour Auchan, ça c'est les grands noms. Et nous, ce qu'on arrive avec une vraie promesse d'agilité, c'est ça vraiment notre valeur ajoutée. Ça va être qu'on résume pour des métiers à la vélocité. C'est-à-dire qu'on leur dit, aujourd'hui vous êtes dans une économie digitale, où vous avez beau être gros, c'est pas le fait que vous soyez gros qui va vous permettre de gagner, c'est le fait que vous soyez plus rapide. Et inversement, s'il y a un petit qui est plus rapide que vous, il pourra vous manger. Et pour réussir à être rapide, nous, on leur parle donc d'agilité, on leur parle de Scrum, mais on leur parle surtout de Lean Startup, donc l'idée d'itérer très vite, très souvent, avec les utilisateurs finaux. Et c'est là que donc nous on fait du Scrum de façon assez orthodoxe, mais la vérité c'est que ça suffit pas du tout. Moi j'ai retrouvé ce joli dessin qui explique un peu comment fonctionnent les itérations dans Scrum, et on voit un mot clé très important que j'entoure en rouge là, qui est potentially shippable. Lean Startup parle pas du tout de potentially shippable, on parle de vraie mise en prod. Et une manière un peu je trouve sympathique de visualiser la chose, c'est imaginer que vous faites effectivement du Scrum en dev, et ça, il y a énormément de grands comptes qui vous diront qu'ils font du Scrum et qui sont très bons là-dessus. Et quand vous leur demandez leur fréquence de déploiement, en général, vous oscillez entre une fois tous les mois et une fois tous les 6 mois. Et donc, il se passe effectivement le cas classique du grand compte, c'est que vous faites des potentially shippable products toutes les semaines qui s'empilent devant les ops et qui vous disent non mais ton truc ça marche pas, ça scale pas, etc. Bon. Donc ça c'est la problématique DevOps, donc illustrée de façon assez simple. Et donc voilà, nous on a cette promesse par rapport à nos clients, c'est de leur apporter de l'agilité, mais jusqu'en prod. Et donc il faut qu'on ait cette culture DevOps, parce qu'il faut qu'on ait cette culture d'agilité jusqu'à la prod. Donc voilà, là c'est les prophètes Scrum qui nous ont beaucoup apporté quand on a commencé vraiment à faire Scrum by the book, mais on a dû aller plus loin. Donc DevOps, c'est beaucoup de choses. C'est avant tout une problématique de faire tomber les silos. Donc c'est faire travailler toute l'organisation en IT en équipe. Donc on parle beaucoup des devs et des ops, il y a aussi la sécurité, dès qu'on est un peu dans des problématiques un peu plus subtiles, avec cet objectif commun qui est la performance globale au service du business. Donc quand on est dans des grandes organisations, c'est souvent assez à la fois étonnant et difficile de leur faire comprendre que en fait, tout le monde est censé collaborer, qu'on soit côté prod ou côté dev, pour le business, qu'on n'est pas là juste pour servir ses propres intérêts. Et donc DevOps, il y a beaucoup de gens qui vont insister sur le fait que c'est pas que des outils, donc c'est pas que Puppet, c'est pas Chef ou OpenStack, parce qu'il y a les outils, il y a les process et il y a la culture. Et la culture, moi j'aime beaucoup en parler, parce que justement nous on est plutôt culture dev, et on travaille très étroitement avec plusieurs personnes qui sont très culture ops, et mine de rien quand on le fait régulièrement on se rend compte qu'il y a un grand fossé. Là pour vous faire visualiser le fossé, je passe rapidement, après on va rentrer dans OpenStack, mais je trouve que c'était une introduction importante. Donc je choisis DHH, donc le créateur de Ruby on Rails, je ne sais pas si vous le connaissez. Des gens qui ne connaissent pas DHH ici ?
Ah ouais, donc bon, j'ai bien fait de le préciser. Donc DHH, d'ailleurs je ne connais même plus son nom, et donc l'un des créateurs de Ruby on Rails bosse chez 37 Signal, qui est une super startup qui fait des produits en SaaS. Et donc, évidemment, voilà, on voit qu'il a des chaussures jaunes, donc il a quand même cette culture assez hipster du développeur. C'est pour ça que j'ai choisi. Et en face, pour représenter le l'Ops classique, paranoïaque, gourou Linux, j'ai choisi Stallman. Donc effectivement, les discussions qu'on a régulièrement de temps en temps avec notre Ops préféré, c'est à peu près ça. Je viens de coder ce super nouveau truc qui utilise à peu près tous les nouveaux produits qui sont sortis hier et qui évidemment, enfin, dont on peut rêver pour qu'ils soient même en testing. Et évidemment, j'ai promis à mon métier, parce que c'est ça ma promesse, c'est que je vais vite, que ce sera en ligne demain. Et forcément, on se retrouve avec des problématiques, on va dire, un peu assez pragmatiques de tous les jours, quoi. Donc, voilà, donc DHH, pas content. Donc c'est pour ça que on s'est rendu compte que notre métier, qui est qu'aujourd'hui j'appelle même consultant en stratégie du futur, parce que l'idée c'est vraiment de rentrer dans le métier du client et de réussir à itérer en prod avec des clients le plus rapidement possible, sauf qu'au lieu de livrer un PowerPoint, on livre une appli en prod, nécessite que tous les développeurs chez nous fassent un peu le grand écart entre comprendre le métier et par contre comprendre aussi les contraintes de la prod. On recrute des gens super bien chez nous, donc ils y arrivent, après formation. Donc effectivement, la formation, point très très important, parce qu'on recrute beaucoup de devs chez nous en sortie d'école, et donc le dev en sortie d'école, ça ressemble à un bébé, ça a appris Java pendant ses études, ça utilise encore Windows parce que bon, c'est mieux pour jouer. En général, nos devs, ils ont tous installé Linux parce que c'est quand même bien, mais c'est pas forcément leur première plateforme. Et puis ils ont maintenu un site PHP pendant leurs études, voilà, donc ils aiment le dev web, ils adorent ça, ils veulent en faire. Ils déployaient par FTP, le concept même de deploy leur paraît étonnant. Genre, comment tu déploies ton site? Je sais pas, ça veut dire quoi? Est-ce que tu utilises FTP? Ah oui, j'utilise FileZilla. Bon, ok. Donc on part de là et on a envie d'en faire des DevOps, pas forcément évident. Donc première étape, ça c'est l'étape on va dire très dev, ça on la maîtrise bien, c'est voilà, les faire travailler sur Linux, les faire comprendre ce que c'est le versionning, voilà, stratégie de branching, etc. dans Git, on les forme à Scrum aussi, et bon, tout ce qui est TDD, qui est quand même, je trouve, une part très importante pour réussir à faire du code, qui, bon, on parle pas encore de performance là, mais qui déjà plante pas en prod systématiquement. Voilà, donc là on arrive au niveau, ce que j'appelle développeur adolescent. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi cette photo? En plus du fait qu'elle est juste intrinsèquement drôle, c'est que je trouve que ça ressemble bien à un développeur en général qui a fini tout ça, parce qu'il part tout de suite faire des conférences sur à quel point les tests c'est important. Il est très fier de lui. Et c'est à ce moment-là qu'on doit lui expliquer qu'il est encore au début du chemin. Voilà. Donc, mais bon, c'est bien, en tout cas il est motivé. Donc la prochaine étape, clairement, ça va être c'est la partie prod. C'est-à-dire que j'avais fait un peu un sondage dans l'équipe entre ceux qui étaient vraiment excellents en admin 6 et ceux qui l'étaient moins. La corrélation totale, c'était ceux qui sont bons, ils ont leur serveur perso dédié. Donc, à un moment, faut pas se poser de questions, il faut juste donner un serveur dédié à chaque personne dans la boîte. Je ne sais pas si ils vont tous jouer avec, mais en tout cas, le jour où ils auront envie, et puis forcément on prend des gens curieux, et en tout cas, ils n'auront pas le frein de devoir l'acheter eux-mêmes. Donc, il fallait qu'on ait une instance pour tout le monde, pour que nos développeurs adolescents puissent jouer avec la prod. Donc nous c'est ce qu'on fait, donc systématiquement les gens quand ils viennent chez nous maintenant ils ont une instance qui est créée donc sur OpenStack et on leur dit tu peux faire ce que tu veux avec tant que c'est légal, on précise quand même. Voilà, donc ça a été vraiment notre premier gros usage d'OpenStack, ça a été le grand bac à sable pour développeurs. Donc je suis très content de fêter avec vous les 1 an de notre installation OpenStack, c'était en mai 2013, fin avril, début mai, ouais. C'était en collaboration avec Synalabs, donc qui est une société d'infogérance, avec qui on travaille assez étroitement parce qu'ils sont dans nos locaux, donc ça aide un peu. Et c'est parti effectivement d'un défi. Moi j'étais là pour pourquoi on n'a pas notre OpenStack et François de Synalabs a dit moi je te fais ça ce week-end. Et le week-end d'après effectivement.
ouais, je ne sais pas s'il a vraiment tenu la promesse du week-end, mais en tout cas très peu de temps après, on avait un premier OpenStack qui a beaucoup grossi et qui aujourd'hui tient sur 5 serveurs chez Online, donc c'est des Whoppers, c'est des gros serveurs, et qui est vraiment... tous les développeurs chez Théodon ont un compte OpenStack, donc sur le dashboard, et peuvent se créer des instances à la volée. Il y a un phénomène d'autorégulation qui fait qu'en général, quand on atteint la limite et que quelqu'un a besoin d'une instance pour une vraie raison, les autres éteignent ceux qui servent à rien. Donc ça marche plutôt bien. Donc voilà, il y a un serveur OpenStack Tiny pour tous chez Théodon. Cette instance, ça tombe bien, assez rapidement, on s'est dit, mais elle est parfaite pour servir de terrain d'entraînement en fait, pendant la formation Ops. Donc concrètement, l'étape d'après, quand la personne arrive et qu'on lui a créé son instance, il commence par une semaine de ce qu'on a appelé formation commando, pour mieux la vendre, où en gros notre pauvre développeur bébé du début qui connaît à peine Linux et qui a fait un peu de Java à l'école, enfin qui a été quand même choisi parce qu'il est très fort et qu'il aime vraiment coder, mais on a vraiment des gens qui ont très peu d'expérience parfois en prod, et on va lui demander, vas-y, tu prends ton instance et tu te débrouilles, tu mets un serveur web dessus, standard, Apache, etc. Tu l'as détruit, tu la recommences, maintenant tu mets du Nginx, tu mets du FPM, tu l'as détruit, tu recommences, maintenant je veux que tu me refasses tout ça et que tu me mettes un déploiement automatisé en place. Voilà, et à chaque étape, le pauvre doit détruire, recommencer. Une des idées pédagogiques derrière la destruction, elle est très claire, c'est de lui donner le goût de Puppet, ou d'un autre outil, mais en l'occurrence nous on utilise pas mal Puppet. Parce que, je suis désolé, mais en fait Puppet ça plaît pas vraiment aux devs initialement. Et si ça plaît autant aux ops, c'est parce qu'ils ont beaucoup souffert. Donc on essaie de faire de la souffrance accélérée. Et on y arrive à peu près. Donc voilà, plusieurs autres étapes de prod. Donc on met le monitoring très très tôt dans la boucle. Grâce à New Relic, on arrive en plus à le rendre très pédagogique. C'est-à-dire que voilà, ça permet à un dev de dire ah, c'est cool le monitoring, c'est une interface sympa qui me montre que mon serveur est tombé. Et puis évidemment ensuite on passe à la partie en gros j'ai essayé de le faire vraiment de façon priorisée, très agile, c'est à dire que les premières étapes permettent à quelqu'un d'avoir en gros son appli en prod et de la maintenir de façon un peu sérieuse parce qu'il y a du monitoring dessus. Ensuite l'étape d'après c'est quand même de faire du code bien testé, et donc finalement je mets Jenkins après le monitoring. Le meilleur test, hein, c'est quand même le monitoring en prod. Et là, on réutilise OpenStack, justement sous une forme un peu différente, dont je reparle juste après, qui est, on crée une instance dédiée au test qu'on met en slave d'un Jenkins. Voilà. Et ensuite, on le forme aussi à Puppet, assez rapidement, à l'intérieur d'un Vagrant, et c'est là qu'on introduit, c'est la conclusion de la formation, l'idée de pouvoir provisionner les instances OpenStack automatiquement avec Puppet, mais pas au travers d'un Puppet Master, au travers du plugin Vagrant OpenStack. Donc si vous le connaissez, j'ai parlé de Vagrant, c'est vrai que je l'ai pas trop introduit. Donc Vagrant, c'est un outil qui permet de gérer des machines virtuelles, donc c'est vraiment un outil que les développeurs adorent. Ça permet de, voilà, on récupère le provisioning de quelqu'un, même si on ne le comprend pas, on fait un Vagrant up dans le dossier de dev, la machine virtuelle se lance, se provisionne et on peut tout de suite développer. Et il se trouve que maintenant il y a un plugin OpenStack qui permet de faire Vagrant up -OpenStack, pour en faire schématique. Et là, au lieu de démarrer la VM sur la machine du développeur, elle la démarre directement sur le cloud OpenStack. Voilà, donc c'est intéressant pour faire du... Et avec le même workflow Vagrant. Alors évidemment, il n'y a pas du montage VFS directement sur le... Enfin, je dis évidemment, mais ça aurait pu être le cas. En l'occurrence, je crois que le plugin, celui qu'on utilise, remplace ça tout de suite par un AirSync. Ensuite, l'idée, évidemment, c'est de faire du déploiement automatisé et pas d'utiliser Vagrant pour déployer le code. En tout cas, ça permet de lancer tout de suite des instances de staging, en gros, pour les clients. Et puis ça permet aussi de tester un peu mine de rien, OpenStack chez nous il est plus rapide que le Vagrant en local, hein, donc finalement c'est mieux. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier usage, et aujourd'hui c'est un gros usage, hein, vraiment c'est devenu au bout d'un an quelque chose qui est totalement passé dans les mœurs comme si ça avait toujours été là. Deuxième gros usage d'OpenStack, j'ai regardé un peu les stats. En gros, notre cloud OpenStack aujourd'hui c'est 100 gigaoctets.
finalement de RAM. On demande aux devs d'être assez économe sur la RAM pour 2 raisons. Déjà, c'est bien, ça coûte moins cher. Et la deuxième raison, c'est que ça les force aussi à penser un peu performance. C'est-à-dire que clairement, quand on teste une appli, quand on la teste et qu'il y a donc en gros une dizaine de testeurs maximum simultanés, si on démarre ça tout de suite sur du 8 Go, 16 Go de RAM, on ne va pas voir les contraintes de performance. Donc en gros, on essaie de forcer les gens à faire plutôt du 2 Go. Et s'ils ont des problèmes avec ça, ça tombe bien, je pense que c'est... S'ils ont des problèmes à 2 Go avec une dizaine de personnes, c'est un bon indicateur que dès qu'on passera à 100, ça marchera moins bien. Donc voilà, et donc sur ces 100 Go, aujourd'hui, il y a 50 Go qui sont du staging, donc en gros du test client, de la validation client. Et donc comme je disais, les stagings sont provisionnés par Vagrant OpenStack, donc c'est le dernier point de la formation. Aujourd'hui sur la gestion network, l'IP, forcément si c'est du test client, il y a une IP externe. Pour tout ce qui est interne, on a un VPN avec des IP locales. L'IP aujourd'hui, on n'a pas encore automatisé ça vraiment, l'IP elle est assignée manuellement dans le dashboard. Ensuite on a fait quand même un petit script sympa pour l'assigner à un nom de domaine en utilisant l'API de Gandhi. Voilà, bon, c'est à peu près le... Aujourd'hui, ça nous satisfait. Et le troisième usage d'OpenStack, qui est un usage assez intéressant, c'est la QA en fait. Dans notre cas, c'est un gros site sur lequel on développe depuis d'ailleurs longtemps. On est monté à 15 développeurs sur le site en parallèle, c'était quelque chose d'assez intense. C'est du Symfony 2, c'est du full agile, pour monter à 15, on était à 3 équipes de 5 en Scrum, avec des scrums de Scrum pour synchroniser tout ça. Enfin, ça a été un challenge assez incroyable. Dès le départ, on savait qu'à 15 développeurs, si on ne mettait pas en place une batterie de tests fonctionnels et unitaires énorme, on n'allait jamais y arriver. Donc c'était assez important. Et assez rapidement, malheureusement, quand on est 15 développeurs et que tout le monde fait des tests, on arrive à beaucoup de tests. Aujourd'hui, donc, on a calculé 130 000 lignes de code et on a environ 1000 assertions dans Jenkins, selon Jenkins, 1000 tests. Donc le build, il a été optimisé plusieurs fois et là aujourd'hui, il pourrait être réoptimisé. Il est à 30 minutes. Donc comme le process aussi était assez clair, c'est que chaque user story devait être vu par le testeur en staging et qu'on pouvait pas merger dans staging tant qu'on n'avait pas fait 2 choses. Un, fait relire la pull request, en l'occurrence c'est des merge requests, mais en gros si le code n'a pas été peer reviewé et si le code passe pas les tests, on n'embête même pas le testeur ou le product owner. Voilà, donc ça suppose que les builds se fassent assez rapidement, et quand les builds font 30 minutes et qu'il y a 15 développeurs qui lancent des builds régulièrement, on se retrouve facilement à attendre 2-3 heures, donc c'était juste pas possible. Donc assez rapidement, grâce à OpenStack, on a fait en sorte que chaque développeur puisse avoir son instance perso dédiée à ses builds, donc en utilisant des tags sur les branches, donc chaque développeur a sa branche. Et ensuite, toutes ces instances sont connectées à Jenkins en mode slave. Donc ça fonctionne bien, et aujourd'hui, donc effectivement, les gens, dès qu'ils ont fini leur feature, le temps qu'il y ait quelqu'un qui se libère pour lire le code, les tests ont donné leur réponse, et donc on peut tout de suite passer à la suite si le code est bon et que les tests sont bons. Donc retour d'expérience très personnel, très transparent. Donc en gros, est-ce qu'on a rencontré des bugs ? Côté prod, nous c'est assez bien abstrait, mais concrètement je suis quand même allé me enquêter. Le plus gros problème c'est quand la machine physique est redémarrée. Aujourd'hui les nodes, en tout cas, je n'ai pas regardé s'il y avait des choses, mais il y a plusieurs raisons pour que ça ne soit pas le cas. Les nodes sont pas redémarrées, les compute nodes sont pas redémarrées automatiquement. Ça veut dire que s'il y a un problème d'électricité, comme ça arrive de temps en temps, il faut quand même qu'il y ait un être humain qui intervienne. Donc ça c'est un peu embêtant. On a eu des petits problèmes sur les plugins où il y avait il fallait mettre à jour. Et si on mettait à jour l'un et pas l'autre, on avait des bugs assez incompréhensibles. Les erreurs, de façon générale, moi je les ai trouvées pas très claires. on a eu des développeurs qui ont passé beaucoup de temps à essayer de débugger des choses assez improbables quand en fait il manquait juste des ressources. Donc je sais pas trop pourquoi. Voilà, peut-être que c'est nous, mais en tout cas les choses n'étaient pas parlantes. Et aujourd'hui, on a une problématique de gestion de VM, effectivement. Donc, comme je disais, il y a une sorte d'autorégulation, mais c'est
pas optimal, hein. Il y a quand même beaucoup d'instances que je vois qui servent plus à rien. Donc c'est intéressant, on arrive avec maintenant on gère un gros parc de serveurs grâce à OpenStack, ce qu'on n'aurait jamais eu si on avait dû acheter une machine physique l'une après l'autre. Et donc c'est encore quelque chose moi qui me plaît beaucoup, parce que c'est des problèmes d'ops que nous devs on va essayer de gérer. Donc à la fois c'est très formateur, et puis peut-être que justement on sera innovant parce qu'on viendra avec une culture très différente. Mais bref, très peu de problèmes avec OpenStack, donc aujourd'hui on est vraiment très très content de la solution. Donc ça c'est vraiment, je vous ai montré dans notre contexte à nous, qui est de dire voilà, on veut aller très vite en prod, on veut que les gens aient cette culture de mettre en prod, donc et cette culture DevOps. OpenStack, ça a été un succès vraiment total, c'est ce qu'il fallait. Ensuite, pour la prod, moi j'aimerais bien aller en prod. Donc tous nos outils internes sont déjà en prod sur OpenStack. On a quelques projets clients qui sont en prod sur OpenStack, mais on va dire bêta. Donc on a 1 an d'expérience positive, moi je dis allons-y. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on voit que là je suis encore un dev, parce que notre ops favori me dit attendons encore 6 mois. Voilà, bon, on va attendre 6 mois. Non, mais concrètement on attend évidemment la prochaine release, et on attend que la prochaine release ait mûri. Voilà, on attend. Ouais, d'accord, effectivement elle est sortie. Et donc ouais, on attend juste de la tester un peu, donc on l'a pas encore testé. Et donc apparemment quand on est un ops sage comme François, on dit on teste 6 mois. Moi je vous avoue qu'en tant que dev j'aurais testé 2 semaines, mais bon c'est... Voilà, voilà, c'est un ops authentique, c'était la blague. Mais, donc comme je vous ai dit, sur cette problématique de vecteur de culture DevOps, je pense que c'est une vraie réussite. Aujourd'hui sur de la prod standard, donc on a quand même beaucoup de projets qui nécessitent finalement pas plus d'un serveur. On n'a pas réussi à exprimer, à communiquer suffisamment de valeur ajoutée aux clients. Donc c'est pas quelque chose sur lequel on a passé beaucoup de temps non plus, vu qu'on attend justement de tester la dernière release et pour vraiment s'y mettre. Mais c'est assez intéressant parce que si on réfléchit, on va dire, donc les valeurs ajoutées d'OpenStack en prod, il y a la partie élasticité, ce qui est quand même pas la majorité des cas. Heureusement, il y a quelques cas intéressants où il y a besoin d'élasticité. Il y a la partie... j'en avais identifié 3, mais je ne les ai pas mis sur la slide, donc j'ai oublié. Mais il y a une troisième partie qui, moi, m'embête beaucoup, c'est que dans une logique DevOps, je ne vois pas pourquoi je ferais tout mon dev, ma recette et mes tests sur OpenStack, et ma prod, au final, sur un serveur physique. Je me dis que en prod, il y a toujours des choses rigolotes qui se passent. Je sais pas, la RAM qui est différente en physique. Enfin bref. Donc ça m'embête un peu. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on n'arrive pas à traduire cette valeur ajoutée encore, je trouve, suffisamment aujourd'hui, sur des prods assez simples. Voilà. Et en tout cas, ça coûte pas moins cher a priori, parce qu'il y a quand même une valeur ajoutée, justement, avoir l'élasticité d'OpenStack. Donc ça va être difficile en tout cas nous, on ne voit pas comment on le vendrait moins cher à un client. Voilà, c'était mon retour d'expérience. Et maintenant, je suis évidemment tout oui pour vos questions. J'avais une petite question. En fait, là, on voit que c'est une approche qui vient beaucoup du dev, avec une réponse qui vient beaucoup de l'Ops, de l'infra. Vous avez été tenté de regarder autre chose, plutôt côté plateforme as a service ou ce genre de choses? C'est un peu l'introduction. C'est vraiment la réponse classique de l'Ops qui... Mais en fait, moi je pense que pour être DevOps, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre, et que la réponse plateforme as a service, c'est vraiment l'Ops qui prend en main, qui va totalement vers le dev, et le dev qui bouge pas. Ça, c'est ma vision de la chose. Donc je pense que c'est une réponse qui est très bonne dans un contexte éditeur. Voilà, j'ai mon service, j'ai mon équipe Ops, elle outille à fond mon équipe dev. Mais nous, dans notre logique de service, où on doit apporter une véritable expertise à nos clients, où on doit penser performance, on doit penser scalabilité, c'est pas possible pour un dev de se former à ce genre de notions si elles sont complètement abstraites.
D'accord, donc vous avez besoin que vos devs finalement maîtrisent quasiment la chaîne de bout en bout. Exactement. Et ensuite, même chez un éditeur, on se rend compte qu'il y a toujours dans les équipes de dev une sorte de DevOps justement qui débarque, qui a cette double culture. Et je pense que dans une boîte où on fait que du plateforme as a service, ça veut dire que ce DevOps viendra toujours de l'équipe Ops, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais comme nous, on est plutôt des devs, on a envie que les DevOps viennent aussi des devs. Ça marche, merci. Et donc, qu'est-ce qui a poussé à avoir son OpenStack? Je pense que vous utilisez pour d'autres clients des clouds publics. Qu'est-ce qui vous a motivé à pas faire de l'OpenStack sur un cloud provider? Ça a été quoi? Qu'est-ce qui a été le déclencheur d'avoir son propre OpenStack? Pour nous, par rapport à... Ah oui, alors ça c'est intéressant. Je pense que la maîtrise des coûts était quand même un argument important. Ouais, c'est l'argument principal parce que pour pas le citer, Amazon aurait eu le côté intéressant effectivement de surfer sur la vague Amazon. Donc on aurait pu se dire voilà, on fait du full Amazon et ça nous donne cette image de marque. Mais en même temps, on travaille justement aussi pour des grands comptes où Amazon n'est pas encore aujourd'hui la réponse appropriée. D'ailleurs, ils sont dans des stratégies où ils se disent que ce sera peut-être le cas plus tard, mais je pense qu'en cours de route, ils vont se rendre compte qu'un OpenStack en interne, ça suffit largement. Enfin, un OpenStack ou je ne sais pas quelle autre solution ils vont trouver. Donc oui, moi je pense que l'avenir, c'est quand même très souvent des clouds privés. Et donc moi je trouvais ça vraiment important pour nous de nous positionner de façon stratégique sur OpenStack. Est-ce qu'il y a des devs qui utilisent l'API OpenStack pour faire des trucs? À part au travers des plugins Vagrant. Non, aujourd'hui on n'est pas encore en train de construire des infras très complexes en fait. Donc malheureusement on joue pas encore avec l'API suffisamment. Ensuite, dès qu'on aura une excuse pour le faire, on sera évidemment les premiers à faire des choses amusantes. J'ai vu que vous utilisiez New Relic. New Relic a rejoint la communauté OpenStack. Est-ce que vous l'utilisez pour monitorer les services OpenStack ou est-ce que c'est prévu d'ailleurs? Dans la formation, typiquement, on installe un New Relic sur une instance OpenStack. Mais ah oui, alors non, monitorer les services. Non, ça, on n'y a pas pensé. C'est une bonne question que je vais approfondir de mon côté. Votre OpenStack est exposé sur Internet. Il n'est pas juste en réseau interne. Oui, il y a des IP qui permettent d'exposer les compute nodes sur Internet. D'accord. Et donc, toute la partie gestion de sécurité, est-ce que vous utilisez les security groups? Enfin, qui détermine les ouvertures de flux, les accès et est-ce que les devs accèdent par Internet ou est-ce qu'ils ont un accès interne? Ou est-ce que vous préférez pas trop parler de ça? Excellente question. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une problématique de sécurité qui est très intéressante, donc très formatrice pour les devs. Donc on a les deux, on a accès en local, accès en externe. Enfin, à partir du moment où on a mis une IP extérieure sur l'instance, on peut se connecter dessus. La principale sécurité aujourd'hui, elle est gérée par le firewall OpenStack. Donc les ports qui sont ouverts, par défaut, on les ferme tous, sauf le HTTP et le SSH. Voilà. Ensuite, il y a un côté justement très intéressant sur OpenStack, c'est qu'on a vraiment l'impression de développer en local. Hop, on démarre sa machine, on fait Mumus dessus. Et c'est vrai que quand on a mis une IP publique dessus, on oublie qu'on a mis une instance de dev ou des choses comme ça ouvertes au public. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on fait attention. Là, on fait des scans un peu réguliers. Et voilà, on va réfléchir à des solutions un peu plus industrielles. Voilà. On est sur la dernière. Donc, enfin, l'avant-dernière, vu que la dernière est sortie. Havana, ouais. Ouais. Je demande confirmation dans le public. En fait, c'est juste par rapport à la question de tout à l'heure, par rapport à l'utilisation des IP, les API plutôt. Nous, on le fait via un driver, on définit des templates. Et derrière, on construit toute la plateforme virtuelle, que ce soit le réseau, les floating IP, les security groups, à travers cette template. On utilise un outil qui s'appelle Cloudify, que vous pouvez voir sur Internet. Quel rapport entre Cloudify et HIT? Ça fait la même chose ou ça fait plus que HIT, c'est la réponse. Tu veux compléter?
En fait, aujourd'hui, HIT, il utilise le standard Tosca. Cloudify, dans la version 3.0, il utilise ce standard. Et il peut s'appuyer directement sur HIT pour faire des choses, ou bien attaquer directement l'API afin de construire toute la plateforme, qui est décrite dans les templates, les récipes type Cloudify, ou enfin, standardisé Tosca, on va dire. Non mais c'est vrai qu'en fait j'en ai pas parlé tellement c'est anecdotique, mais on a fait typiquement quand on a scripté le lien entre le nom de domaine et la machine OpenStack, on s'est tout de suite amusé à aller se brancher à l'API, récupérer l'IP public, et c'était justement intéressant pour tester la facilité d'utilisation de l'API, et ça marche extrêmement bien. Une question, j'ai pas bien compris à la fin. Souvent, entre les devs et les ops, on aime bien les ops que ça tourne sur la même plateforme que ce qu'on a développé. Donc, par exemple, développer sur de l'OpenStack pour faire tourner sur du VMware. Excusez-moi d'être le premier à dire le mot. Mais bon, ça ne va pas forcément être un gros succès. Donc, ça veut dire que si tu vas sur du cloud public, tu dois aller chez un opérateur qui propose des VM OpenStack. Nous, on passe, typiquement le plugin Vagrant OpenStack, il passe par Fog, donc librairie d'abstraction totale, d'abstraction des différents services cloud possibles. Oui, c'est vrai que moi quand je dis j'aimerais bien que ce soit les mêmes plateformes, c'est-à-dire que idéalement, là, nous notre OpenStack il est sur KVM, si on peut avoir du KVM partout, tant mieux. Et aussi parce qu'aujourd'hui on n'est pas dans des besoins. Nous on a déjà eu des besoins qui ont été exprimés puis finalement qui ne sont pas concrétisés, de cloud hybride où on allait faire une partie d'OpenStack pour le run classique et ensuite monter sur Amazon. On était évidemment assez chaud pour s'y attaquer et bon ça s'est pas concrétisé. Mais donc ouais, pour répondre à la question, a priori aujourd'hui ce qu'on code passe par Fog, donc il n'y aurait pas de problématique de passer d'un système à un autre. Dixit le dev, exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même ma petite voix ops dans la tête qui dit ouais, mais c'est comme quand tu passes de 32 bits à 64 bits, tout d'un coup il y a des choses qui marchent pas. Mais voilà. Vous regardez un petit peu l'usage de Docker ? On regarde beaucoup parce qu'en fait, c'est le contexte. En fait, avant OpenStack, on avait tenté notre Docker à nous. On n'a pas eu la bonne idée de le packager aussi bien et de le mettre en open source. On s'était créé des scripts pour gérer des LXC. Okay. Et on avait déjà, bon, c'était un peu plus compliqué. La gestion du network était évidemment beaucoup moins simple. Puis on a eu quelques cas un peu amusants de quelqu'un qui se met sur l'hyperviseur, kill son service et en fait se rend compte qu'il a killé tous les services de toutes les machines de tout le monde. Voilà, bon, des choses assez amusantes comme ça. Donc on s'est dit voilà, c'est pas encore mûr notre façon de gérer du LXC, donc on va faire de l'OpenStack et on en est très content. Okay. Voilà, mais Docker et on le regarde. Merci. On passe à la suite, pas d'autres questions? Bon, merci. Merci beaucoup. Voilà, donc on accueille Christopher Léal et Julien de Freitas, de la société Flex Infra. Donc ils vont nous parler des migrations d'infrastructures physiques web vers OpenStack. Bonsoir à tous, merci d'être là avec nous ce soir. On est très content d'être avec vous pour échanger, partager, vous présenter un peu notre expérience sur OpenStack. Donc on va vous parler un peu en introduction, juste rapidement 2 slides, on n'est pas là pour ça, mais on pourra en discuter peut-être après en off, de ce qu'on fait, de pourquoi on fait de l'OpenStack aujourd'hui. L'objet de la présentation, effectivement, c'est la migration d'infrastructures physiques web vers OpenStack. En fait, on a commencé notre aventure cloud il y a plus d'1 an. Et à chaque fois quand on parlait de cloud autour de nous, les gens ce qu'ils voyaient c'était généralement un truc comme ça, un truc qui fait peur, qui vient pour tout casser, tout exterminer. Et notre but nous au quotidien c'est vraiment de démocratiser le cloud, de le rendre simple, d'accompagner les gens, de leur expliquer. Et voilà, c'est avec notre vision de ingénieur système et d'ingénieur réseau, d'avoir une vision peut-être un peu moins développeur, comme ce qu'on disait tout à l'heure, et plus d'opérationnel. Donc ce qu'on a fait en fait, nous ce qu'on a choisi de faire en fait, c'est de packager une offre complète de cloud clé en main qui comprend des serveurs, du stockage et du réseau.
Comme on a parlé, Erwan, en introduction, on travaille en ce moment avec Alcatel-Lucent Entreprise pour la mise en place d'un plugin OpenStack qui va permettre de piloter leurs switches. Donc voilà, c'est du matériel, l'intégration OpenStack et du service, de l'accompagnement. Donc c'est un truc packagé, évolutif, qui permet de faire du cloud privé, public ou de l'hybride. Dans ce cadre-là, donc aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, donc c'est l'étude de cas FixWeb. Je te laisse le faire. Alors, je vais la présenter. Donc, l'étude de cas FixWeb. FixWeb, c'est une agence web spécialisée dans tout ce qui est création de sites internet et hébergement au dispo des sites. Un besoin de réactivité vis-à-vis de ses clients, de maîtrise d'informations et voilà, vraiment de mise en dispo. Actuellement, jusqu'à aujourd'hui, plutôt sur des hébergements en serveurs dédiés. Voilà, pour des gens qui font du dev, c'est pas forcément facile et simple de faire de l'administration, ça devient tout de suite très lourd. Il faut gérer de la sécurité, il faut passer les commandes de machines, installer les OS, pas se gourer, on se trompe, on recommence, enfin, c'est une perte de temps, c'est complètement improductif. La gestion de la sécurité machine par machine, pas forcément une vue globale de la gestion de la sécurité. Multiples interfaces, interface chez le provider, interface une des racks quand on plante la bécane. Et ensuite interface d'utilisation au jour le jour de leur logiciel d'hébergement web. Au-delà de ça, c'est aussi peu de flexibilité réseau. Bon, jusqu'à pas longtemps, il n'y avait pas de RPN chez Online. Donc voilà, c'était que du public. Et une scalabilité assez limitée, pas forcément limitée en termes de possibilité de clustering ou autre, plus une limitation technique par rapport au métier. C'est des créateurs de sites web, c'est pas des administrateurs système. Et aussi une problématique de coût. Aujourd'hui, prendre des serveurs dédiés, ça coûte de l'argent et c'est pas forcément rentable tout de suite. Merci. Donc l'idée et l'objectif de ce travail avec FixWeb, c'était de créer une infrastructure évolutive et hautement disponible. Au top. Donc voilà, donc on a eu 3 choix techno qui sont posés à nous. Est-ce qu'on part sur du physique? Donc on va les prendre de l'emplacement data center, idéalement 2, donc on multiplie les coûts par 2. C'est complexe, ça va nécessiter des déplacements, d'autant plus pour des gens qui ne maîtrisent pas forcément l'administration système. Voilà, ça va être coûteux et toujours aussi lourd d'utilisation. Le virtuel, on est vraiment un peu plus cloisonné, on va pouvoir passer les commandes sur Internet, avoir sa machine virtuelle. Moins de services que sur l'infracloud, des possibilités plus limitées. Donc ce qui nous a paru le plus pertinent et le plus scalable, c'était des solutions cloud. Alors donc comment on a répondu en fait aux attentes de FixWeb sur cette problématique-là? Ce dont on a parlé peut-être plus sur la première présentation, c'est ce qui est surtout important pour le end user. Là, on parle vraiment de personnes qui vont utiliser OpenStack, qui n'ont pas forcément de compétences en dev ou en système, enfin plus en dev qu'en système en tout cas, pardon. C'est l'interface Horizon qui va permettre de venir tout créer le réseau, de déployer les instances, de gérer les security groups, etc., etc. Donc ça a été vraiment apprécié d'un point de vue end user. La flexibilité du réseau, donc pouvoir venir créer son réseau, créer son subnet, les attribuer, les enlever, en mettre plusieurs, etc., etc. Ça c'est pareil, ça se fait directement sur Horizon, c'est assez simple et c'est apprécié. La scalabilité limitée dont on parlait tout à l'heure, s'il faut prendre plusieurs machines, les répartir, etc. Là, on fait tout sur l'interface OpenStack qui, en dessous, en fait, est en haute disponibilité. Donc, on a une infrastructure qui est haute disponible directement sur l'interface. Donc, ça, c'est sympa. Et puis, utiliser HIT pour faire du déploiement ou utiliser la fonctionnalité de snapshot, etc. Donc, tout ce qui est intégré à HIT a été Horizon, a été vachement apprécié. En termes d'administration, donc toujours ce HIT qui permet, comme on disait tout à l'heure, de déployer l'instance, gérer les security groups, déployer des IP, etc., etc. Tout ça sur un script assez, je ne vais pas dire simple à faire, mais faisable en tout cas. Donc ça c'est bien sur ce déploiement-là. On maîtrise aussi l'environnement quand on fait ça, puisqu'on va déployer 1, 2, 3, 4, ça va toujours être les mêmes, et on a une infrastructure comme ça qui est homogène. Et puis la gestion des security groups dans Horizon aussi, qui permet de gérer les flux assez simplement simplement sur l'interface, pas aller sur un firewall, pas se compliquer la vie. En plus avec la dernière version,
On peut directement intégrer sur les security groups juste des services. Est-ce que je vais autoriser le RDP, le SSH, tout ça? On n'a pas forcément besoin de connaître tous les ports par cœur. Donc pour un end-user, ça c'est appréciable. C'était moi. Par contre, les obstacles qu'on a rencontrés donc, sur ce déploiement-là, le premier, c'est que on avait besoin d'un stockage partagé pour le stockage des fichiers des sites web. Donc ça, c'est un service qu'on n'a pas retrouvé nativement sur OpenStack. Donc on l'a créé en quelque sorte. On a utilisé GlusterFS pour faire du partage et un shared storage. Le service de base de données à la demande qui est pas disponible sur la version qu'on utilise, donc sur Havana, qui est disponible sur Icehouse. Donc on testera sur les prochaines releases. On a eu quelques bugs d'affichage des IP, des floating IP qui se mettent pas forcément tout de suite. Il faut attendre un peu. Enfin, on a eu quelques bugs. Et puis il faut pas oublier que OpenStack, ça permet de gérer un data center virtuel entre guillemets. Donc ça va de la machine jusqu'au security group, au load balancer, aux IP, etc. Ça reste quand même assez complexe pour un end user, pour un développeur. Et voilà, c'est pas si simple que ça. C'était quoi? Oui, on avait aussi notre FixWeb qui avait l'habitude de mettre plusieurs adresses IP publiques sur une seule interface, ce qu'on peut pas faire sur OpenStack, mais qu'on l'a contourné avec l'utilisation d'un load balancer. Qui est ici. Ouais. Donc aujourd'hui, la solution qu'on a proposée à FixWeb, c'est un schéma relativement simple au final. Donc on a réparti sur 2 contrôleurs et sur 2 data centers reliés en LAN to LAN. On va commencer par là-bas, ça va être plus simple. Donc on a mis en place un cluster de base de données MariaDB Galera avec un load balancer en frontal qui va permettre au serveur web d'aller requêter la base de données en passant via load balancer. En cas de perte d'un des contrôleurs ou de l'instance SQL1, on va aller requêter sur l'instance SQL2. On va monter un cran au-dessus. On a monté les serveurs front web avec des... On va appeler ça data store comme... je ne citerai pas le nom par contre. Donc on a créé 2 data stores qui sont des montages montés avec Cinder sur les instances web, répliqués par GlusterFS pour pouvoir avoir la donnée à jour aussi bien sur DS1 que sur DS2. Et on va pouvoir du coup créer des fronts web à la demande. Donc à la demande aujourd'hui sous forme de template hit pour pouvoir prendre plus de charges, plus de visites sur les sites web. En frontal, un load balancer nous permet d'avoir l'IP public sur laquelle on redirigera les DNS et on ira pointer sur les différents web serveurs. Donc tout ça, c'est des machines virtuelles. Pour ce qui, ça c'est des instances, ça c'est des instances, ça c'est des instances, et puis le load balancer, c'est le load balancer de service d'OpenStack. Good. Voilà. Donc, comme on disait tout à l'heure, plutôt comme tu disais tout à l'heure, le dashboard, qui pour le coup est vachement rassurant pour le client parce que ça lui permet de maîtriser sa ressource. Donc, on alloue la ressource au client, X giga de RAM, X CPU, X IP externe, et le droit de faire X machines virtuelles. Ça lui permet du coup de maîtriser sa ressource, mais également son budget. Demain, s'il a besoin de plus de ressources, s'il a besoin de monter un POC ou autre, on peut lui réallouer de la ressource sans forcément changer tout son environnement. Il gardera toujours la même interface. C'est beaucoup moins déroutant que d'avoir changé d'interface. Voilà, ça c'est l'interface de notre client sur son infrastructure OpenStack. Alors, les ressentis utilisateurs, quelques points négatifs. Un besoin d'accompagnement. On a tout de même tenté de laisser l'interface au end-user, voir s'il se passe quelque chose. Non, pas mal de mal, surtout sur la partie organisation, comment je vais commencer, alors qu'est-ce que je crée en premier, mon réseau, mon subnet. Pas forcément de logique. Bon, on a fait une jolie doc et un peu de formation là-dessus. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc c'est vrai que là-dessus, on ne peut pas lâcher n'importe qui, comme on pourrait le faire sur d'autres systèmes soumis à licence. Il faut clairement de l'accompagnement. De la technique, il y a encore pas mal de termes barbares, ça c'est ce qu'on nous remonte, hein. On n'y prête même plus attention, mais pas mal de termes barbares, pas mal d'ID à récupérer par moment, donc c'est pas forcément digeste pour des gens qui ne sont pas tous les jours dans l'OpenStack ou dans le système. Un vocabulaire, c'est vrai qu'il y a un vrai champ lexical autour de l'OpenStack. Quand on vient d'un milieu VMware ou Hyper-V, on est habitué à des machines virtuelles, on passe à de l'instance, on passe à
a d'autres terminologies qui n'est pas forcément très digeste pour le user. Terminate instance, qu'on apprend assez rapidement finalement ce que ça fait. Ouais. Donc voilà, quelques plâtres essuyés, mais ça commence à aller mieux. Voilà. Au niveau du design de la conception, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que beaucoup de personnes sont habituées à des designs d'infra standard, d'infra en miroir. Aujourd'hui, on essaye de guider nos clients et nos prospects vers des designs en mode cloud. Donc, l'idée, clairement, c'est de construire des infrastructures qui sont faites pour tomber en panne. Donc, mieux réparties, mieux distribuées. Et c'est vrai que ça se fait au niveau du système. Donc, ça, nous, aujourd'hui, on l'apporte. Mais ça se fait pas forcément... le client ne le fait pas forcément au niveau du service. Donc, c'est vrai qu'il y a un véritable accompagnement sur cette partie restructuration des services en mode cloud. Notre montée, une ergonomie horizon perfectible. Un peu brut de décoffrage, c'est vrai que c'est pas, voilà, contrairement à d'autres systèmes commerciaux, c'est plus brut de décoffrage. Et bon, ça c'est plus notre ressenti à nous. Il y a un manque de fonctionnalité dans Horizon, contrairement au CLI. Il y a des commandes qu'on retrouve sur le CLI qu'on va pas forcément retrouver sur Horizon, donc il faut faire le switch. Bon, quand on sait ce qu'on fait, ça va, mais pour les gens qui démarrent, c'est un peu déroutant parfois. Par contre, pour les points positifs, donc juste comme ça, ça c'est le ressenti utilisateur, c'est nos ressentis, c'est le ressenti FixWeb, c'est le ressenti des personnes à qui on a présenté la solution, simplement comme ça. Sur le salon, on était au salon Cloud Expo il y a quelques semaines. C'est les personnes à qui on a fait des POC, voilà, c'est un peu un mix de tous les gens à qui on a montré ça, qui sont soit juste des administrateurs, soit juste des gens du business, voilà. Donc l'avantage forcément d'OpenStack, c'est quand on utilise juste une partie du cloud, c'est de pas gérer son matériel, pas le mettre en place, pas devoir le gérer, le maintenir, etc. Comme on disait tout à l'heure, donc c'est l'interface Horizon qui permet de gérer les instances, les security groups, les IP publics, de faire un load balancer. Là, c'est tous les services qui sont accompagnés à ça et qui permettent, comparé à d'autres solutions, en fait, de tout faire sur une seule interface web et pas aller sur un CLI, pas aller sur un firewall, sur un machin, sur truc, d'avoir plusieurs fenêtres d'ouvertes. Là, on fait tout sur la même et c'est appréciable. On fait toute son infrastructure comme ça. La rapidité de mise en place, l'infrastructure qu'on a présentée tout à l'heure, techniquement on aurait pu la faire sur du physique complet, il n'y a pas de problème, c'est pas un truc dédié 100% OpenStack. Néanmoins je pense qu'on aurait mis quelques jours, voire quelques semaines pour tout mettre en place, câbler, etc. Là cette infrastructure là on a mis quelques heures à la faire, donc c'est un gain de temps, un gain d'argent aussi forcément. On maîtrise ses ressources, on sait ce qu'on utilise, on le voit, on a des quotas, et puis si on a besoin de plus, le provider donne un peu plus de liberté, donc ça c'est sympa. L'interface en français, ça peut paraître un peu bizarre, mais moi j'ai l'habitude de travailler en anglais, mais il y a plein de gens qui veulent travailler en français, et ça c'est vachement bien. La possibilité de déployer sur des zones de disponibilité, donc soit sur de nœuds différents, de baies, de salles, de data centers, etc. Ça c'est apprécié. Et puis les déploiements avec HIT qui permettent d'automatiser complètement les déploiements d'infrastructures, que ce soit les instances, les security groups, les IP, etc. Qu'est-ce qui est à venir? Alors sur cette infra FixWeb, ce qu'on aimerait bien mettre en place dans les court terme, c'est du débordement sur du cloud public pour les monter en charge, pour faire du backup, pour faire du test, voilà, faire un débordement comme ça. On utilise donc HIT, mais on aimerait bien le plugger avec Cellmeter pour faire de l'autoscaling. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Et puis valider la partie, tout ce qui est base de données à service sur Icehouse, qu'on a installé sur une plateforme de test, mais qu'on n'a pas encore en utilisation en production, quoi. Donc voilà, pour ce cas utilisateur très end-user, on va dire. On tenait à remercier en fait aussi, on tenait à profiter de ce moment-là aussi pour remercier un peu toute la communauté OpenStack. On échange pas mal sur IRC, sur les forums. Sur IRC, il y a toujours quelqu'un pour parler de son problème, ça c'est super bien. Des fois, juste en parlant, on trouve la solution et il y a toujours quelqu'un pour écouter. Merci à Erwan de nous avoir invités un petit peu en dernière minute, mais c'est cool. Et puis l'organisation de Télémeetup et puis à l'école 42 pour nous accueillir ici. Voilà, merci.
Je comprends que c'est de la prod. Vous êtes content de votre dispo? Ouais. Sinon, on serait pas là. On serait encore au bureau. Je sais pas, vous la mesurez? Vous n'avez pas eu de grosses indispos? Non, on a fait les tests de performance qui étaient satisfaisants sur du test sur les plateformes web, donc on est content. Ouais. Vous avez mis en place Neutron? Pardon? Vous avez utilisé Neutron et Open the Switch? Ouais. Oui. Et la partie Alcatel, elle est en validation chez nous. Elle est pas en prod. Sur la partie Alcatel, vous utilisez quel composant d'Alcatel? Oh. Ouais. Alors, en fait, Alcatel a développé un plugin pour OpenStack, donc qui serait bientôt distribué au sein de la communauté. Une fois qu'il sera bien validé, testé, retesté. L'idée étant de pousser en fait toute la configuration d'un réseau flat directement dans un virtual châssis Alcatel. Voilà, c'est des développements pour le moment qui est en cours de validation. Donc on a la primeur de le tester, de le torturer un peu dans tous les sens. Vous le testez, etc. avec eux? Ouais. Ça permet d'avoir un vrai ressenti par rapport à notre expérience, nous, qu'on a sur OpenStack, de vrais cas qu'on a rencontrés, puis de leur dire voilà ce dont on a besoin, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Et ils ont comme ça, c'est en parallèle de ce qu'ils font, parce qu'ils jouent aussi avec OpenFlow? Ouais, alors c'est complètement en parallèle. D'accord, c'est en parallèle. Ça marche. Bonjour, c'est juste par rapport toujours à la question concernant le réseau, concernant Neutron. Quel choix vous avez fait en fait? Vous êtes en réseau en flat, vous attaquez directement L2, vous utilisez le L3 ou pas? Alors en fait, on a commencé au départ par le GRE. Donc aujourd'hui, la prod tourne sur le GRE. On est en train de valider la partie flat avec Alcatel justement. Non, en L2. J'ai une question. Vous avez dit que l'utilisateur sur Horizon, du coup, il a directement une interface, une infra haute dispo en dessous. Vous ne faites pas de haut dispo au niveau des instances. C'est quand même le soft qui fait la haute dispo. Exactement. Donc les instances, quand même, si l'hyperviseur tombe, vous perdez l'instance. Enfin, exactement. Okay. Et c'est pour ça qu'on parlait de dispo au niveau service. Ok. Est-ce que vous avez de la haute dispo au niveau OpenStack, les API et tout ce qu'il y a derrière? Alors on l'a monté en haute dispo en fait avec des load balancers en frontal, de contrôleurs, de bases de données, etc. Même pour le réseau, vous n'avez pas eu des soucis avec la haute dispo de Neutron? Non, ça marche bien. Ouais, on a mis un peu les mains dedans. Mais... Après, on n'est pas développeur, donc c'est vrai qu'on n'a pas mis les mains dans le code, on a mis les mains dans les fichiers de conf et un peu dans la base de données quand on a des problèmes, quand on le disait tout à l'heure aussi, resetter des trucs, supprimer des champs et tout. Mais non, ouais, ça va. Pour Neutron, le achat avec Neutron, c'était passif actif? Ouais. Ok. Ouais. Pas d'autres questions? Si j'ai bien compris sur le schéma tout à l'heure, la partie GlusterFS était virtualisée aussi, c'est ça? Oui, complètement. En fait, elle tombe sur des instances. Et ça, en termes de perf, ça donnait quoi? Pour traiter du fichier web statique, c'est largement suffisant, sachant que en fait, FixWeb, dans son montage, tourne quasiment tout en cache. Donc c'est voilà, moins d'accès disque. J'en profite pour espionner la concurrence. Pourquoi GlusterFS et pourquoi pas Swift, justement? Non, mais ouais, pourquoi pas Swift? Parce qu'il pourrait très bien justement se dire on met maintenant tous nos storage dans Swift. Alors tiens, toi tu t'es plus amusé avec. Moi j'ai fait du Swift, on a une infra Swift virtualisée sur notre prod. On a fait du GlusterFS pour avoir un point de montage, pour les partager, c'était simple à mettre en place et voilà, c'était plus facile. Ouais, voilà. Simplement. Ouais, parce que vous êtes des spécialistes réseau, donc c'est votre métier d'origine. Sur la partie justement benchmark réseau, c'est des choses que vous avez un peu essayé de solliciter, ou vous avez des gros tuyaux sur cette infra en entrée, où vous avez une bande passante conséquente? Alors sur toute la partie réseau, on est en full DJ, avec à chaque fois sur chaque compute un double attachement en DJ.
En local, mais après en sortie internet aussi, vous Alors, avez... en sortie internet, je vois pourquoi tu poses la question. En sortie internet, aujourd'hui, on n'a pas énormément de trafic dessus, parce qu'il n'y a que des petits projets d'époque. On a réussi à passer le giga, après c'est de la limitation par rapport à l'utilisation de notre réseau par nos clients déjà. Donc c'est pas des choses que vous avez forcément benché à trop monter Non. Non, parce que derrière on n'a pas forcément non plus l'infra dimensionné pour monter à des transits IP de 10G, quoi. Il y a la capacité. Ouais. Bon, ben, merci en tout cas pour votre attention. Merci. Bon, bah, je crois qu'on a terminé. Petit rappel obligatoire sur l'association qui est maintenant up and running, puisque la dernière fois on a fait l'AG et depuis les choses ont avancé. Donc vous avez sur les flyers toutes les infos sur l'asso et puis tous les moyens de communication qu'on utilise, asso et user group francophone, c'est-à-dire IRC, le site web, etc. L'IRC, tu croyais pas, mais... L'IRC, il y a encore quelques temps, on n'était pas beaucoup et maintenant on est 50 tout le temps, donc c'est pas mal. Join. Voilà. Ok, bah merci à tous d'être venus. Donc je vous ai envoyé là un mail. Il y a pas mal d'événements à venir en juin. Donc on va avoir une présence à Solutions Linux, le salon avec le stand. C'est Adrien qui organisait. Pareil, s'il y a des volontaires pour aider sur le stand. En fait, à voir avec plutôt Pierre maintenant parce que je serai pas là finalement, mais en tout cas, il y a le stand et il y a surtout l'apéro sur le stand. Pierre, c'est celui qui a levé la main là-bas. Il y a surtout un apéro sur le stand le mardi soir. À 18h, quelque chose comme ça. Donc vous êtes invités. Voilà, et puis OpenStack in Action, il y a les, je sais pas, peut-être pas les dates, mais vous verrez ça sur le Meetup. Hein. OpenStack in Action le 28 mai. Donc organisé par Innovance en collaboration avec l'association. Donc il y a plusieurs représentants ici d'Innovance. Et puis un dernier Meetup avant l'été, je crois que c'est vers 19 juin. Enfin, vous verrez sur le Meetup, donc qui est orienté stockage, hébergé chez Innovance. Et puis vraiment avant l'été, l'anniversaire de la fondation. Donc pareil, j'ai calé les dates, mais c'est début juillet. C'est 2 juillet, donc avec la fondation qui nous aide pour fêter la fondation. Donc on a prévu d'aller au Paquito, un bar. Dans le centre de Paris. Donc voilà, merci de venir et surtout merci aux intervenants. Il y a certains qui ont été prévenus tard, mais en tout cas c'était vraiment, vraiment intéressant et puis je pense assez complémentaire sur les différentes expériences avec cette vision end-user. Donc maintenant les hamburgers. Donc on va se retrouver dans la salle à côté, il y a une cafette. Donc merci aussi, on est à l'école 42 parce que superbe salle. Et puis on se retrouve à côté. Merci, au revoir.